vous l'aurez compris, une des questions, enfin, une des thématiques qu'on essaie de travailler ce matin, c'est la projection et au-delà de ça, la prospective au sens fort du terme. Et donc, on a proposé à Fong, qui a accepté, et je lui en rends grâce, de venir nous parler de ce qu'il fait en la matière à l'Agence d'innovation en santé. Fong, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être très rapide. Je ne vais pas vous empêcher d'aller manger. Donc voilà, donc défense, illustration de la prospective. Un titre très, on va dire, grandiose pour ce que ça va être. Donc merci à Nicolas pour la créativité. Mais globalement, voilà. Alors, c'est intéressant, il y a une nouvelle police. Donc, je vais commencer rapidement, vous aurez les diapos après aussi, mais je commence par les sources, moi en général aussi, pour que vous voyez d'où ça vient. C'est pas des mots qui viennent forcément que de moi, voire même quasiment pas que de moi, avec des gens qui ont créé des choses très intelligentes sur la prospective. Alors, on va commencer par qu'est-ce que finalement la prospective, au-delà de juste le fait d'anticiper, ou en tout cas d'essayer d'anticiper l'avenir. C'est une discipline en tant que telle, la prospective, et selon les pays, les cultures dans lesquelles elle est pratiquée, il y a vraiment des différences dans la manière dont c'est fait. Mais il y a quand même, bien sûr, des points communs entre toutes ces pratiques, et notamment, il y a ces aspects de recherche et d'intelligence collective qu'on retrouve souvent. Il y a toujours ce côté aussi de dépasser les analyses de court terme pour vraiment intégrer le temps long dans la réflexion. Voilà, donc il y a plusieurs éléments que je vais passer en revue les uns à la suite des autres qui sont propres à la prospective. Le premier, c'est vraiment une posture qu'on doit prendre quand on fait de la prospective, qui est une posture dite systémique, interdisciplinaire et participative. Et j'entends par là le fait de vraiment considérer pas qu'une discipline ou pas qu'un champ particulier tout seul, mais vraiment de considérer tout le réel dans toute sa complexité. C'est-à-dire prendre en compte tous les facteurs à la fois économiques, politiques, sociaux, écologiques, technologiques qui peuvent influencer un système qui est étudié. Voilà, donc il y a une nécessité en fait, de prendre en considération cette multiplicité de points de vue. Et surtout, il y a deux grandes raisons pour lesquelles il est nécessaire que la prospective en fait, soit participative. La première, c'est vraiment le fait d'avoir un contenu le plus exhaustif possible en prenant en compte le point de vue d'un maximum de personnes et venant d'un maximum d'horizons. Et le deuxième, c'est aussi en fait, via cette démarche de prospective et de consultation des expertises, des participants, des personnes, on implique également ces personnes-là dans l'exploration et l'élaboration des scénarios. Et en fait, ça, c'est un des aspects les plus importants de la prospective, c'est que c'est assez important d'avoir en fait finalement les clients finaux, si je puis dire, de la prospective, c'est-à-dire les décideurs, dans ces groupes de prospective, dans cette activité de prospective, parce qu'en fait, ça va leur retourner le cerveau, dis donc. Deuxième aspect de la prospective, l'état d'esprit, on va dire, de cet exercice-là, c'est vraiment le fait de considérer le futur comme quelque chose d'ouvert et malléable, et pas comme quelque chose vraiment de déterminé, de prédéfini par tous les facteurs et par le passé. Et donc vraiment, pour illustrer ça, moi j'ai toujours beaucoup aimé cette image d'un blogueur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tim Urban dans Wait But Why. Et là, en fait, la ligne verticale du milieu, c'est l'instant présent. À gauche, le passé, à droite, le futur. Donc, on a en noir toutes les possibilités passées qui n'ont pas été réalisées. La ligne verte à gauche, c'est vraiment votre vie, qu'est-ce qui s'est vraiment réalisé. Et on voit qu'en fait, à chaque instant donné, à chaque présent donné, il y a là ici quelques-unes, mais finalement une infinité de possibilités possibles. Et le but de la prospective, c'est vraiment ça. C'est vraiment pas de se dire, d'essayer de prédire exactement ce qui va se passer, mais plutôt de considérer tout ce qui est possible qui se passe. Voilà, donc on parle aussi beaucoup en prospective de problèmes pernicieux, de wicked problems en anglais, et donc cette traduction de problèmes dits pernicieux en français. C'est vraiment des problèmes qui sont... c'est pas juste des problèmes des problèmes dits simples, c'est pas des problèmes de causalité simple, on va dire. Il y a vraiment tout ce côté d'incertitude, de complexité, mais surtout aussi des aspects de controverse sur des problèmes qu'on traite dans la prospective. Et surtout, le point central un peu de tout ça, c'est aussi qu'il y a souvent un choix à faire entre les systèmes de valeurs qui sont faits. Typiquement, si on prend comme objet d'étude de prospective le système de santé,
On voit bien qu'il y a des choix qui sont faits en termes de solidarité nationale ou pas, voilà, donc de prise en charge de choses. Donc ça, c'est des objets que la prospective aime bien, parce qu'il y a des choix à faire et en fonction du système de valeurs. Il y a des méthodes qui sont rigoureuses, c'est vraiment une discipline, comme je vous disais, qui est cadrée avec une trousse à outils, si je puis dire, de méthodes propres à la prospective. Il y a des distinctions qui sont faites avec la science-fiction. Donc je dis pas que la science-fiction c'est pas quelque chose qui peut être rigoureux, ça l'est même souvent. Il y a des tropes particuliers, des codes particuliers à respecter, mais ces méthodes-là font pas intrinsèquement partie de la définition de la science-fiction. Alors qu'en prospective, il y a vraiment dans cette notion de prospective, dans cette discipline-là, dans la définition de la discipline, des outils spécifiques et propres. Il y a vraiment ce côté rigueur de la démarche scientifique. Voilà, et puis en dernier aspect qui est vraiment le crucial, enfin qui détermine vraiment la prospective, c'est que c'est pas juste, c'est bien beau de prédire un peu les futurs possibles et souhaitables. L'objectif premier de la prospective, c'est vraiment de contribuer à l'action dans le présent. Donc, comment est-ce qu'on prend des décisions aujourd'hui en fonction de ce qui va être produit par cette démarche de prospective. Et voilà. Donc là, ce que je mets, c'est que par la démarche, par la capacité à réinterroger les enjeux, la prospective permet d'informer les décideurs, 2, de faciliter la mobilisation des parties prenantes, donc comme je disais, en menant cette démarche de prospective, et 3, de contribuer directement à la transformation du système qui est étudié. C'est vraiment pas juste on étudie de l'extérieur l'avenir du système de santé, c'est vraiment en l'étudiant, on va impacter directement les décisions qui sont prises aujourd'hui pour le système de santé. Donc voilà, donc je résume à la fin que la valeur on peut juger la valeur d'un exercice de prospective seulement en fait à son habilité à nourrir en fait la prise de décision aujourd'hui, et pas juste à son pouvoir prédictif. Pas se dire que j'ai bien prédit l'avenir, ok c'est bien, mais comment est-ce que ça a vraiment impacté les décisions aujourd'hui. Voilà, donc rapidement un petit historique de pourquoi on a fait la prospective, comment c'est né, et différentes. Là, je commence par différentes tentatives en fait de prédire l'avenir, disons. Je catégorise ça en 3 pôles, on va dire, qui ont une succession plus ou moins chronologique dans leur avènement. La première, c'est vraiment ce régime un peu de la magie, de l'ésotérisme, de comment est-ce qu'on prédit l'avenir par la divination notamment. Voilà, les astrologues ou les augures de l'Antiquité. Et ça, c'est vraiment catégorisé par cette analyse en fait des signes et des présages. À la différence d'autres choses qu'on rapproche souvent, que sont l'oracle et la prophétie, qui sont vraiment plus du domaine de la vérité qui est révélée par une divinité, par quelqu'un. Deuxième grand pôle, si je puis dire, c'est vraiment l'avènement des sciences modernes, avec vraiment tout ce qui est outils scientifiques de prévision. Voilà. Et donc ça va de l'estimation de l'évolution de l'inflation à prévoir le temps qu'il fait demain, à sonder l'opinion pour savoir qui va gagner les prochaines élections. Voilà. Ça, c'est vraiment de la prévision. On va essayer de voir ce qui va se passer. La prospective, c'est quelque chose de plus récent encore, et ça se construit assez paradoxalement contre l'idée que le futur puisse être prédit. En fait, l'un des principes de base de la prospective, c'est qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Du coup, on va essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer. Voilà. Et d'essayer du coup d'orienter les choses. Donc voilà, donc c'est vraiment propre à la prospective, les aspects d'incertitude, de temps long, et je parlais plus tard un peu des bifurcations, qui est une notion qui est très chère à la prospective, cette bifurcation. Voilà, donc si je reviens plus précisément à la prospective, c'est vraiment né au début du XXe siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un peu ces aspects de toutes les idéologies du XIXe siècle, on peut se dire que le monde n'a pas vraiment tenu ses promesses suite à ces guerres, et suite à cette Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'aspects très on va dire de planification, avec des plans quinquennaux de comment est-ce qu'on va reconstruire finalement le monde. Et donc suite à tous ces aspects-là, il y a vraiment 2 dimensions qui sont nées de la prospective. Il y a ce côté un peu développement de cette discipline de la prospective, des outils qui sont liés à la prospective pour proposer des scénarios. Donc je parle un peu plus de la méthode des scénarios plus tard. Et puis de 2, il y a vraiment eu dans la société civile cette volonté de se réapproprier l'avenir, et d'imaginer d'autres choses que vraiment ces plans vraiment très rigoureux de planification quinquennale, de la reconstruction.
Voilà, et puis plus récemment, après la guerre froide et puis des phénomènes un peu comme, des événements comme Tchernobyl, il y a vraiment cet avènement de ce que certains auteurs appellent la société du risque, qui ferait suite à la société de l'industrie, et qui en fait a mis en valeur cette nécessité d'anticiper ces incertitudes qui sont nées des conséquences de l'usage de différentes technologies sur les sociétés et puis sur l'environnement. Et puis je vais terminer cette historique avec vraiment quelque chose de plus, en tout cas cette prise de conscience plus récente, qui est un objet qui est, je pense, un bon cas d'usage, voire un très bon cas d'usage qui pour illustrer en fait la pratique de la prospective, c'est vraiment la transition écologique. Et parce que bon, ça réunit un peu tout ce qu'il y a besoin pour faire un bon objet de prospective, disons, cette nécessité d'anticiper les risques, nécessité de soutenir l'innovation, nécessité d'évaluer en fait en avance de phase des mesures politiques pour quelque chose qui va se passer vraiment, qui va prendre beaucoup de temps. Cette nécessité de mobiliser dès maintenant en fait l'ensemble des parties prenantes autour de ça, et puis aussi surtout de construire la vision commune qu'on veut de la société vers laquelle on veut aller. Et puis à la fin aussi cette mise en place, en fait, la nécessité de mettre en place ce processus d'accompagnement du changement. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir ce rapport de prospective ou ces rapports du GIEC, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens en fait soient partie prenante des changements nécessaires. Voilà, et donc tous ces éléments-là que je cite, en fait, c'est des choses qui sont totalement applicables au système de santé également, à l'évolution du système de santé, le nôtre, mais aussi tous les systèmes de santé du monde. Voilà. J'enchaîne sur l'objectif de la prospective, à quoi ça sert. 3 objectifs. Le premier, c'est vraiment d'orienter, comme je disais, l'action présente. En général, on aime bien simplifier les choses en disant que il suffit de se poser 5 questions et on arrive à faire ça. La première, c'est qu'est-ce qui peut advenir. Donc ça, c'est vraiment cette notion d'anticipation des futurs possibles. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire finalement. Donc c'est mettre en regard ça des moyens d'action que j'ai, moi aujourd'hui, moi en tant qu'institution. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment, ça pose la question de la vision. Finalement, c'est en fonction des possibilités que j'ai. Finalement, vers quoi je veux aller? Et finalement, c'est quoi ma vision d'un système de santé? Est-ce qu'il faut qu'il soit équitable ou pas? Voilà, c'est des questions qu'il faut que je me pose. Comment je vais le faire? C'est vraiment plutôt cet aspect de planification, de construction stratégique. Donc, pour aller vers là où je veux aller, comment est-ce que je le planifie? Et puis cette dernière question qui est considérée un peu comme la plus importante, disons, c'est vraiment le qui suis-je. Ça pose la question de mes valeurs. C'est vraiment en tant que nous, système de santé français, quelles sont nos valeurs? Parce qu'en fait, il y a plein de possibilités différentes de choix de système de santé vers lesquels aller. Certains plus efficaces que d'autres, certains plus efficients que d'autres, mais probablement pas plus équitables que d'autres. Voilà. Et puis de manière indirecte, voilà, ce travail un peu d'identification des futurs, je disais déjà, ça influe vraiment, voilà, c'est l'action présente, hein, parce que en fait dans l'exercice de la prospective, on va faire beaucoup de ce qu'on appelle la rétrospective finalement, de ce qui s'est passé par le passé, et on va faire un diagnostic de la situation avec un esprit assez critique. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas attendre la conclusion d'un rapport ou d'un exercice de prospective pour déjà agir. Deuxième objectif de la prospective, c'est vraiment je parlais précédemment des bifurcations, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à repérer ces bifurcations. C'est-à-dire c'est des événements, on va dire, porteurs de possibilités d'avenir, quoi. C'est bien beau d'avoir tous ces scénarios, mais c'est à quel moment est-ce qu'on a, donc c'est très bien représenté par le schéma que je vous ai montré, le dessin que je vous ai montré avant, c'est à quel moment est-ce qu'on a ces bifurcations. Et identifier ces bifurcations, c'est pouvoir justement avoir une action sur l'avenir. Et puis dernier objectif de la prospective, c'est vraiment comment est-ce que via l'exercice on mobilise en fait l'intelligence collective et comment est-ce qu'on mobilise tous les acteurs qui en fait font partie du système qu'on cherche à étudier et à influencer finalement. Voilà. Et donc ce qui est propre à la réalisation de cet exercice-là, c'est vraiment qu'on va chercher via des ateliers, via des interventions, etc., à développer en fait l'esprit critique et le libre arbitre de toutes les personnes qui vont faire partie de ce système-là. Voilà. Rapidement, donc, comment faire la prospective? Il y a quelques ingrédients qui sont essentiels. Le premier ingrédient, c'est vraiment cette pluralité d'expertise dont je parlais déjà, cette diversité des disciplines. Deuxième ingrédient, c'est à savoir à quel horizon on se place. C'est pas juste anticiper le futur, c'est vraiment se dire ok, quel est l'horizon qui est suffisamment lointain
pour que ce que je fais maintenant puisse avoir une influence et qu'il ne soit pas déjà trop tard. Et pas trop lointain non plus pour pas que je puisse rien faire. Je reviendrai un petit peu plus en détail dessus. Troisième ingrédient, c'est vraiment cette nécessité de s'affranchir des contraintes et des contingences de l'urgence. Ça, c'est facile à dire, tout le monde est d'accord sur ça, mais en fait, en pratique, c'est très difficile. Ma chef n'est plus dans l'assemblée, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de sanctuariser finalement une place à cette réflexion sur le temps long, au milieu d'urgence permanente de tous les côtés. Que ce soit pour un système en particulier ou juste la personne qui organise la prospective. Et puis dernier ingrédient, c'est cette nécessité en fait, de vraiment laisser les gens s'exprimer et de vraiment pas contraindre l'exercice à un cadre de valeur unique ou à un cadre de préconception unique. C'est vraiment ça nécessite de liberté de pensée, de créativité, d'imagination, d'esprit critique. Donc voilà. Si je reviens juste, je fais un petit focus sur cette notion d'horizon suffisamment lointain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, c'est vraiment premier aspect, c'est de sortir de cet aspect de réactivité, vraiment de gestion de l'urgence, de gestion des choses qui nous arrivent. Bien sûr, j'en parle pas là, mais de sortir de la passivité, c'est juste pas faire l'autruche en fonction de ce qui nous arrive, et plutôt d'aller dans quelque chose qui relève de la préactivité, qui est plutôt cet aspect d'anticiper les choses qui vont arriver et de s'y préparer. Et de la proactivité, c'est vraiment plutôt genre on a choisi un futur qui est possible et souhaitable et qu'on cherche à construire en fait le meilleur chemin pour y arriver. Donc préactivité, proactivité, c'est vraiment deux notions de la prospective. Et puis voilà, donc cet horizon prospective, là je donne pas de chiffres, il n'y a pas de meilleur, voilà, une bonne prospective, on peut pas dire que toutes les bonnes prospectives doivent se faire à 10 ans ou 5 ans. C'est vraiment des choix à faire en fonction de plusieurs choses. La première, c'est l'inertie du système qu'on étudie. Un système de santé, ou même autre chose, ça prend beaucoup de temps à changer, donc c'est des choses à prendre en compte. Le deuxième, c'est les moyens d'action qu'on a et à quelles échéances de temps ces moyens d'action peuvent influer. Est-ce que ça va être influencé ou pas par des logiques électorales ou pas? Voilà, c'est des choses des questions qu'on peut se poser pour choisir cet horizon d'analyse. Et puis, ce troisième argument, c'est quand même, c'est bien beau de se dire on prend le temps de faire les choses, on fait les choses sur le meilleur cadre. Il y a quand même cet agenda, ce rythme de fonctionnement du commanditaire, l'exercice qui est important. Parce que, ultimement, ce qu'on a envie en faisant cet exercice-là, c'est que ça serve à quelque chose. Donc, concrètement, c'est pas, faut pas qu'on vienne me dire, c'est pas genre que quelqu'un vienne me dire, voilà, il nous faut un exercice de prospective, et que moi je leur dise, désolé, attendez 10 ans, quoi. Non, c'est vraiment, il faut respecter aussi cette logique de l'agenda du commanditaire. Voilà. Et pour ce dernier point, ce qui est important, c'est vraiment d'institutionnaliser cet exercice-là. C'est que faut pas que ça dépende d'une personne, d'un groupe, de carrière d'une personne ou d'enjeux personnels. Le but, c'est vraiment d'institutionnaliser cet exercice-là pour qu'en fait, ça puisse prendre le temps que ça doit prendre. Voilà, donc je vais passer ça, mais globalement, il y a deux notions, très rapidement, une notion qu'on rapproche beaucoup de la prospective qui est la veille. Moi, à l'AIS, je suis responsable de la veille et de la prospective. La veille, c'est vraiment quelque chose de plus systématisé. Vraiment, il y a un aspect vraiment de collecte continue d'informations, d'analyse et de diffusion en cycle beaucoup plus court. Mais le lien avec la prospective, c'est vraiment que cette veille permet d'alimenter justement les études prospectives. Et puis, je vais terminer par les types de livrables. Une fois qu'on a fait cet exercice de prospective, donc ça peut prendre plusieurs formes, groupe de travail, discussion, rapport, donc c'est des choses qui sont longues. À la fin, vers quoi ça aboutit? Premier livrable, c'est vraiment des choses très descriptives. C'est comment est-ce qu'on fait un diagnostic prospective, avec comment est-ce qu'on rend des variables, une liste de variables clés. C'est en gros quels sont les paramètres qui vont influencer les futurs possibles. Et pour chacune des variables, on fait des fiches variables. Et pour chacun des acteurs qui sont amenés à être importants dans l'écosystème, on fait des fiches acteurs. Globalement, c'est pour que le décideur puisse avoir si j'agis sur ça, ça fait ça. C'est vraiment des paramètres d'un modèle, quoi. Deuxième nature de livrable, c'est vraiment des livrables dits stratégiques. C'est vraiment ce qu'on voit peut-être le plus fréquemment. Ce sont des rapports avec des scénarios possibles. On va choisir les 3-4 scénarios les plus possibles ou les plus emblématiques de l'exercice qu'on va rapporter dans un rapport, un roman parfois, même d'autres types de supports. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ce que font la Red Team Défense, côté défense. C'est assez génial. Il y a des films d'animation qui sont faits, des romans qui sont restitués, vraiment pour certains types de scénarios à anticiper. Et puis le dernier livrable, c'est
un livrable un peu, on va dire, immatériel. C'est vraiment ce sur quoi j'insiste beaucoup depuis le début, c'est ce côté vraiment conduite du changement, mobilisation des personnes qu'on implique en fait dans la prospective. Et en fait, c'est quelque chose vraiment à valoriser auprès des personnes, des décideurs. Hein, c'est une des questions qu'on nous pose, c'est à quoi ça sert hein, finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait faire la prospective. La question, c'est aussi la mobilisation des personnes. Voilà. Et donc voilà, les différents types, j'en ai parlé. Et puis, je vais terminer par là. Du coup, très rapidement, à l'AIS, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, j'ai beaucoup parlé de, en théorie, qu'est-ce qu'une bonne prospective de long terme sur un objet très lourd hein, et plein d'implications qu'il y a le système de santé. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place progressivement parce que bon, faut laisser le temps au temps, il faut me laisser travailler aussi. Et puis, on va commencer quand même par, on va pas se tourner le pouce pendant attendant. On va commencer par des objets sur lesquels on a été saisis, qui sont plus court-termistes pour le coup, donc qui vont amener à faire des études prospectives en plus court cycle. Le premier, c'est vraiment le secteur des médicaments de thérapie innovantes. Tout ce qui est CAR T-16, thérapie génique, thérapie cellulaire, ça c'est des choses qui coûtent vraiment très très cher, mais qui sont révolutionnaires, ou plutôt l'inverse, qui sont révolutionnaires mais qui coûtent très très cher. Et ça nécessite vraiment de pouvoir anticiper assez long terme finalement l'impact financier de ce genre de thérapie et l'impact organisationnel aussi. Comment est-ce qu'on soigne des personnes quand finalement on doit prélever des cellules chez les patients, les modifier et les réinjecter quoi. C'est pas juste un médicament qu'on donne, ça c'est l'impact organisationnel et financier. C'est comment est-ce qu'on fait pour le système de santé quand un patient traité ça peut coûter voire plusieurs millions d'euros. Deuxième sujet qu'on va traiter, c'est le bloc opératoire du futur. C'est vraiment un objet qui est cher à la PHP, hein, et puis qui nous est cher aussi parce qu'il y a des enjeux très spécifiques qui s'y jouent. C'est vraiment un cadre particulier, c'est un lieu qui est particulier, le bloc opératoire, hein, et c'est un lieu qui est surtout amené à être profondément changé dans les années à venir. C'est avec l'avènement de tout ce qui est chirurgie mini-invasive, des blocs modulaires, de la multiplication des équipements très techniques. Voilà, c'est des questions qu'on doit se poser, d'autant plus que en général, quand on doit se charger en fait, de la refonte d'un bloc, c'est des décisions qu'on prend et qui nous engagent sur une quinzaine d'années. On ne change pas un bloc tous les 2 ans. Donc c'est important de se poser les bonnes questions avant de rénover les blocs ou de rénover l'infrastructure. Genre comment est-ce qu'on fait que le Wi-Fi arrive jusqu'au bloc? Comment est-ce qu'on fait qu'il y ait suffisamment de prises Ethernet pour brancher les machines connectées? Donc c'est ce genre de réflexion. Et puis troisième thématique, c'est une technologie très particulière que vous connaissez peut-être, que sont les organes sur puce ou les organoïdes sur puce. Ça aurait pu être une autre technologie, mais cette technologie-ci, elle est assez intéressante sur plusieurs pans. Le premier, c'est que c'est vraiment à la confluence de plusieurs secteurs, hein, la biologie de synthèse et la microfluidique, deux secteurs sur lesquels on est très très bon en France. Et en fait, donc très rapidement, ça permet de globalement pour reproduire une fonction d'un organe, voire de plusieurs organes reliés entre eux, etc., sur un device de la taille de cette télécommande, quoi, on va dire. Et ça peut être pas mal de choses. C'est vraiment, on peut faire des essais de toxicité médicamenteuse, par exemple, ou réduire les essais cliniques sur les animaux via ce genre de technologie. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ça, c'est qu'aujourd'hui, on est suffisamment tôt encore. Nous, on a un côté, l'AIS fait partie du secrétaire général pour l'investissement, donc on se pose beaucoup de questions sur la souveraineté aussi. Et aujourd'hui, en France, on est suffisamment tôt pour se dire, ok, en France, on est assez bon pour potentiellement prendre une place de leader mondial. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que c'est le moment de structurer une filière ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de structurer une filière ou est-ce qu'il faut laisser les initiatives vivoter et s'organiser toutes seules? Voilà. C'est question en tant qu'État, hein, quel rôle on a à jouer dans ce genre de choses. Et puis voilà, je crois que j'en ai fini là. Donc merci pour votre écoute, je crois que j'ai pas pris trop de temps normalement. Alors, je pense que tout le monde commence à avoir envie de manger, mais pour autant, c'est pas une raison pour un, pas te remercier, et merci infiniment, et deux, de pas prendre une éventuelle question qui aura donc une fonction apéritive. Alors 3 questions apéritives. Wow. Donc des crackers, auxquels les réponses seront du coup aussi rapides et apéritives. Ok, on commence par qui? Faire simple en termes de trajectoire. Première étape, Bertrand, ensuite Madame. Oui,
J'ai entendu parler aussi ce matin, et je trouve que c'est une très bonne idée, de vision partagée de la société, de la médecine dedans. J'en ai beaucoup entendu parler ici aussi. Mais je ne sais pas du tout, personnellement, bien qu'étant impliqué dans cet écosystème, je ne sais pas du tout quels sont les lieux où on décide, je ne crois pas qu'il y en ait d'ailleurs, malheureusement, des investissements, de quelle société on veut, de tous ces éléments. Donc ma question, c'est ça. C'est quels sont les lieux où on peut justement participer à la création, où on participe à la création d'une vision commune de la santé, mais même de la société, de l'écologie, de toutes ces problématiques dont on a parlé ici, auxquelles on s'intéresse, et pas dans le domaine de la défense. Parce que dans le domaine de la défense, effectivement, ils sont très avancés, ils font des dessins animés, des romans de science-fiction sur ces sujets, mais sur les sujets de santé, d'économie, d'écologie, etc., quels sont ces lieux, entre guillemets? Alors, aujourd'hui, il y a une place qui est très grande, qui est prise par les think tanks. Le but, c'est justement de nous, comment est-ce qu'on apporte quelque chose en complément de tout ça. Il y a déjà un premier aspect, une première réponse qui est de mettre en valeur un peu ce qui est fait aussi par le gouvernement, qui est tout ce qui est CNR, Conseil national de refondation. Voilà, il y a beaucoup de consultations qui sont faites à ce niveau-là. Mais justement, l'objectif à nous, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose, justement, de cet espace pour faire ça. C'est qu'aujourd'hui, je vais aussi, j'en ai pas parlé là, mais mettre en place un système de fiches de veille partagées. C'est un système ouvert où tout le monde pourra venir contribuer. Pour certaines veilles technologiques, etc. Donc, après, bien sûr, ce sera cadré, la manière dont les choses sont faites, mais le but, c'est comment faire participer plus de personnes de la société civile dans ce genre d'activité-là. Mais si vous n'êtes pas au courant d'ici un petit moment, c'est que j'aurais mal fait mon boulot. Deuxième question impérative. Oui, bonjour, Marie-Angèle Lefebvre, je suis journaliste pour l'APM. J'ai juste Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quelles équipes vous disposez pour faire ça et concrètement comment ça se passe? Vous disiez notamment qu'il fallait impliquer les décideurs et les parties prenantes. Comment vous les impliquez dans les différents sujets que vous avez listés? Oui, alors pour l'équipe, ça va être très rapide. Il y a un ETP, donc je vous laisse deviner qui, pour l'instant pour ça. Par contre, on bénéficie quand même d'une position à l'AIS qui est assez stratégique. Et on est vraiment à la conjonction. On travaille beaucoup avec le ministère de la Santé, de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, pas que, mais on a ce rôle de coordination. Ce qui fait que nos interlocuteurs au quotidien, c'est les décideurs en fait. On anime des groupes de travail, notamment, je sais pas, Lise en a parlé tout à l'heure, mais aussi des choses sur les nouvelles méthodologies d'essais cliniques ou des choses comme ça. C'est vraiment ce positionnement à l'interface de beaucoup de ministères qui fait qu'en fait on les implique dans les réflexions, les questions. Et on a un lieu privilégié, qui est la boîte mail pour l'instant, mais qui va être amené à évoluer de collaboration. Un peu lourde, mais s'il avait fallu parler d'éthique du numérique aujourd'hui, j'aurais pris exactement vos slides en remplaçant prospective par éthique. Et ça c'est intéressant parce que c'est l'éthique vue par les Français. Ce qui n'est pas nécessairement l'éthique vue par les Américains ou les Britanniques. Vous avez parlé de démarche participative. Du côté américain, c'est plutôt contractuel. C'est intéressant la réponse à Chris Roche. Je pose une question sur l'éthique, j'ai une réponse juridique. Donc, il y a vraiment cette éthique à la française qui est aujourd'hui très discutée quand on parle d'éthique dans des instances internationales, et notamment d'éthique numérique en santé. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un argument commercial qui intéresse les trois entreprises qui ont parlé ce matin et que c'était absolument passionnant vos projets. Mais il y a vraiment l'éthique est souvent vue comme quelque chose d'un peu fastidieux, d'un peu lourd et qui est vraiment comme pour la recherche, c'est vraiment des trucs qu'il faut remplir et c'est pas très agréable. L'éthique pris vraiment en amont, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et j'ai parlé, donc on a ce comité national d'éthique pilote qui se termine là et qui va être remplacé par un deuxième CCNE. Donc il y a le CCNE pour la santé et les sciences de la vie. Et pour ces 40 ans, le président de la République a annoncé la création d'un deuxième CCNE qui sera pour le numérique. Et actuellement, les derniers rapports sur lesquels on travaille, il y en a un qui est sur la reconnaissance faciale, comportementale et posturale, qui évoquait totalement une des présentations d'une des startups ce matin. Il y a aussi sur l'IA générative. Donc je vous invite à regarder sur le site du CCNE tous ces rapports et de les prendre très en amont aussi dans vos réflexions sur le développement de vos solutions, de vos entreprises. Encore une fois, l'éthique est aussi un argument prospectif et un argument commercial. Oui, très bien. C'est vrai que il y a des parallèles très forts à faire. Hein. Surtout qu'en plus la prospective, les grands théoriciens de la prospective sont pour beaucoup français également, donc héritent de cette culture-là. Mais effectivement, il y aura toujours cette lutte, si je puis dire, de sanctuariser un espace pour le temps long. Donc ça, on partage. Dans la diapositive, il y avait ça, l'éthique. Quand tu as posé la question, qui je suis,
Ouais. Ouais. Beau point de consensus final. Je vais donc vous souhaiter un bon appétit, avec juste 2 commentaires avant ça, parce que moi-même, j'arrive pas à résister au fait de parler, comme vous savez. Non, mais une forme de réponse à la question de Bertrand. Je pense que c'est aussi de se dire que ce qu'on essaie de construire ici à l'Hôtel Dieu, ça a aussi cette vocation, avec le sentiment qu'il faut être dans une logique de cercle, c'est-à-dire à la fois penser le cadre global, ce vers quoi on va, mais nourrir tout ça aussi en permanence de travaux concrets, essayer d'avancer sur des technos, sur des briques, et en même temps en permanence réfléchir le schéma d'ensemble, ce qui est pas simple à faire mais qui est plutôt rigolo. Voilà. Et puis le deuxième, c'est de dire aussi, je pense que ça parlera à certains dans la salle, un de nos très gros enjeux. Ici, on travaille aujourd'hui à rapprocher les soignants, le monde du soin et tous ceux qui participent à cette transformation-là. La question de la place des patients et des citoyens, de la manière de les associer, est une question centrale. Et c'est un enjeu pour nous, mais ça reste un des points sur lesquels il faut que collectivement on progresse, parce si on a de la fluidité entre les professionnels et ceux qui construisent des technologies en réfléchissant au système, ça va être super. Mais si on n'a pas réussi à mettre dans cette discussion-là patients et citoyens, on aura juste loupé une étape déterminante.